comment Gargantua fut envoyé à Paris, de l'énorme jument qui le porta, et comment elle anéantit les mouches à bœuf de la Beauce. Chapitre 16. À cette même époque, Fayolle, 4e roi de Numidie, envoya du pays d'Afrique à Grand Gousier une jument, la plus énorme, la plus grande qu'on ait jamais vue, et la plus monstrueuse. Vous savez bien que d'Afrique, il nous vient toujours quelque chose de nouveau. Elle était grande comme 6 éléphants, et avait les pieds fendus en doigts comme le cheval de Jules César, les oreilles pendantes, pareilles à celles des chèvres du Langote, et une petite corne au cul. Pour le reste, elle avait une robe alezan brûlée, triblée de pommelures grises. Mais elle avait surtout une queue formidable, car elle était à peu de choses près aussi grosse que la pile Saint-Mars près de Langeais, et du même module carré, avec des crins embarbelés, ni plus ni moins que des épis de blé. Si cela vous émerveille, émerveillez-vous davantage de la queue des béliers de Skythie, qui pesait plus de 30 livres, et de celle des moutons de Syrie, auxquels il faut, si Thénault dit vrai, atteler une charrette au cul pour la porter, tant elle est longue et pesante. Vous n'en avez pas une pareille, vous autres paillards de rase campagne. La jument fut amenée par la mer dans 3 caracs et un brigantin jusqu'au sable d'Olonne en Talmondais. Quand Grand Gousier la vit, « Voici, dit-il, qui conviendra très bien pour conduire mon fils à Paris. Ainsi, par Dieu, tout se passera bien. Il sera grand clair, sans l'action de messieurs les ânes, nous vivrions comme des clercs. » Au lendemain, après boire, comme vous vous en doutez, Gargantua prit la route avec son précepteur Ponocrate et ses gens, et avec eux Eudémon, le jeune page. C'était par un temps serein et bien doux. Son père lui fit faire des bottes de cuir fauve, de celles que Babin appelle des bottillons. En tel équipage, ils suivirent joyeusement leur itinéraire, faisant toujours grande chère comme ceux-là, jusqu'au-dessus d'Orléans. Il y avait à cet endroit une vaste forêt, de 35 lieues de longueur et de 17 de largeur, ou à peu près. Celle-ci était horriblement riche et féconde en mouches à bœuf et en frelons, si bien que c'était un vrai coupe-gorge pour les pauvres bêtes de somme, ânes et chevaux. Mais la jument de Gargantua eut la revanche de tous les outrages qui avaient été commis sur les bêtes de son espèce, dont elle vengea l'honneur par un tour auquel les insectes ne s'attendaient guère. Car dès qu'ils eurent pénétré dans la forêt en question, et que les frelons lui eurent livré l'assaut, elle dégaina sa queue, et dans l'escarmouche les émoucha si bien qu'elle en abattit toute la futée. À tort, à travers, de ça, de là, par-ci, par-là, en long, en large, par-dessus, par-dessous, elle abattait les troncs comme un faucheur abat les herbes, de telle sorte que depuis il n'y eut plus ni bois, ni frelons, et que tout le pays fut transformé en champ. Ce que voyant, Gargantua y prit un bien grand plaisir, et, sans davantage s'en vanter, dit à ses gens « Je trouve beau ce. » C'est pourquoi, depuis lors, on appelle ce pays la Beauce. Mais, pour tout potage, ils ne purent que bâiller. C'est en mémoire de ce fait qu'aujourd'hui encore les gentilshommes de la Beauce, des jeunes de bâillement, s'en trouvent fort bien et n'en crachent que mieux. Finalement, ils arrivèrent à Paris, où Gargantua refit ses forces pendant 2 ou 3 jours, faisant bonne chère avec ses gens, s'enquérant des gens de science qui se trouvaient alors dans la ville, et du vin qu'on y buvait. Comment Gargantua paya sa bienvenue aux Parisiens, et comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Chapitre 17. Quelques jours après qu'ils eurent repris leurs forces, il visita la ville et fut regardé par tout le monde avec une grande admiration, car le peuple de Paris est tellement sot, tellement badaud et stupide de nature qu'un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses clochettes, un vielleux au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne le ferait un bon prédicateur évangélique. Ils furent si fâcheux en le harcelant qu'il fut contraint de se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. Installé à cet endroit et voyant tant de gens autour de lui, il dit d'une voix claire « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici même ma bienvenue et mon étrenne. C'est juste, je vais leur payer à boire, mais ce ne sera que Paris. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant en l'air sa mantule, les compissa si roidement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. Quelques-uns d'entre eux échappèrent à ce pisse-fort en prenant leurs jambes à leur cou, et quand ils furent au plus haut du quartier de l'université,
Suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et à jurer les uns de colère, les autres par riz. « Carimari, Caramara, par sainte mamie, nous voilà arrosés, par riz. » Depuis, la ville en fut appelée Paris. On l'appelait auparavant Leucès, comme l'indique Strabon au livre 4, c'est-à-dire Blanchette en grec, à cause de la blancheur des cuisses des dames du lieu. Et parce que, lors de ce baptême nouveau, tous les assistants jurèrent par les saints de leurs paroisses respectives. Les Parisiens, qui sont composés de toutes sortes de gens et de pièces rapportées, sont par nature bons jureurs et bons juristes, quelque peu imbus d'eux-mêmes, ce qui donne à penser à Joannius de Baranco, au livre de l'abondance des marques de respect, qu'on les appelle Parisiens en grec, c'est-à-dire qui ont bon bec. Cela fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui se trouvaient dans les tours en question, et les fit sonner bien harmonieusement. Ce faisant, il lui vint à l'idée qu'elle servirait bien de clochette au cou de sa jument, qu'il avait l'intention de renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, il les emporta en son logis. Sur ces entrefaits survint, pour faire sa quête de cochonaille, un commandeur jambonnier de l'ordre de Saint-Antoine, qui, pour se faire entendre de loin et faire trembler le lard dans le saloir, voulut les emporter furtivement. Mais il les laissa par scrupule d'honnêteté, non qu'elles fussent trop chaudes, mais parce qu'elles étaient un peu trop lourdes à transporter. Ce n'était pas celui de Bourg, car c'est un trop bon ami à moi. Toute la ville entra en sédition. Vous savez qu'ils sont si enclins à de tels soulèvements que les nations étrangères s'ébahissent vu les perturbations qui en découlent quotidiennement. De la patience des rois de France qui ne répriment pas plus que cela par voie de justice. Plût à Dieu que je connaisse l'officine où sont élaborées ces séditions et ces complots, pour les dévoiler aux confréries de ma paroisse. Croyez-moi, l'endroit où se massa la populace toute furibonde et en ébullition fut Nesle, où se trouvait alors l'oracle de Lutèce, qui n'y est plus maintenant. C'est là qu'on exposa le problème, et qu'on démontra l'inconvénient consécutif au déplacement des cloches. Après avoir bien ergoté pour et contre, on conclut syllogistiquement que l'on dépêcherait auprès de Gargantua le plus vieux et le plus compétent des membres de la faculté pour lui démontrer quels horribles inconvénients entraînaient la perte de ces cloches. Et malgré la remontrance de certains universitaires qui avançaient que cette charge convenait mieux à un orateur qu'à un sophiste, on élut pour cette affaire notre maître Janotus Bragmardo.